Radio Espace, Espace Expression. Votre actualité vue avec des spécialistes maison. Tamba Zakari Milimouno, c'est Espace Expression sur Radio Espace. Vous nous rejoignez dans la deuxième partie de cette émission. Merci d'être restés. Merci à ceux qui nous prennent en marche. Nous vous souhaitons la bienvenue. Cette émission, c'est tous les matins. Et je vous le disais à l'entame, cette fois-ci, en fait, aujourd'hui, nous parlons formation Excellence Guinée. La mise en place des classes préparatoires aux grandes écoles est un processus initié par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique dans le cadre des réformes engagées pour qualifier l'enseignement supérieur. Cette activité concerne plus particulièrement la formation d'ingénieurs de haut niveau répondant aux standards internationaux et capables d'apporter des changements positifs essentiels dans l'administration publique, les entreprises, la recherche scientifique, mais aussi l'innovation. Elle a été inscrite dans le cadre du programme décennal de l'éducation PRODEG 2020-2029. La Guinée souhaite construire ses propres CPGE pour donner la chance à plus de jeunes et parallèlement engager un processus de renforcement des formations des ingénieurs en République de Guinée. C'est dans ce cadre que le MERS bénéficie de l'appui technique de deux experts guinéens. Il s'agit de M. Diallo Tcherno, professeur agrégé de physique, également M. Doucouré Tidjane, il est consultant international en ingénierie de projet. Ils sont avec nous dans ce studio, mais avant de partir avec eux, je me permets de vous lire ces deux réactions qu'on a à partir de Twitter avec le hashtag Espace X. Il y a Ibrahima Souri Kouyaté, qui dit ceci. Benjamin Franklin disait: un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre et finit par perdre les deux. Fonike Mengue se bat pour un peuple qui ne le mérite pas. Courage camarade, l'histoire le retiendra. Il y a Youssef Kaba qui dit ceci: ce pouvoir a choisi d'éteindre toute voix contestataire pour se consolider dans la dictature. Il excelle dans la répression. Fonike Mengue a été fait prisonnier en faisant fi de toutes les procédures en la matière et sa peine au lieu d'être allégée a été alourdie. C'était donc la dernière réaction du jour. N'oubliez surtout pas, vers la fin de cette émission, vous aurez la possibilité de réagir. On s'intéresse à cette décision du chef de l'État de proroger l'état d'urgence sanitaire. Les raisons sont liées au regain de nouveaux cas de Covid. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez également de la campagne de vaccination? Vous aurez la possibilité de réagir vers la fin au 620 28 65 65 ou au 620 28 69 69. Avant de partir avec nos invités, rapidement, Daouda Kamara, il y a du côté de EDG cet exploit de quelques cadres qu'il va falloir souligner. Oui, effectivement, pas EDG, mais plutôt l'électricité, le secteur de l'électricité dans notre pays. Et comme vous le savez, c'est vrai qu'on s'élève le plus souvent contre certains comportements, certains manquements de nos cadres lorsque les projets leur sont confiés. Et pour ce cas précis de Swapiti que je souhaiterais parler un peu, c'est un peu lié à ce qu'on sait aujourd'hui de ce qui s'est passé depuis quelques années. Le travail a été lancé, le projet a été lancé après Caleta. On a vu Caleta, il y a eu une certaine précipitation dans le lancement de Caleta, de ce barrage hydroélectrique. Il y a eu des voix qui sont élevées, qu'on est allé trop vite, le moment n'était pas encore là pour aller au lancement de ce barrage Caleta. Et il y a eu beaucoup de mots, on s'est levé, on a dénoncé. Mais pour le cas précis de Swapiti, il y a lieu de s'arrêter un instant, de lever par moment chapeau pour ceux qui ont eu pour charge de diriger ce projet. Le projet Swapiti, qui aujourd'hui officiellement est fini, on le constate d'ailleurs avec la desserte aujourd'hui dans nos ménages et ailleurs, le projet est officiellement fini. C'est vrai qu'il y a certaines réclamations de certaines communautés impactées, comme d'ailleurs dans tout projet, il y a toujours des communautés qui sont impactées. Il y a des réclamations qui sont encore là, mais qui ne peuvent pas égaler aujourd'hui cet exploit qui a été réussi. D'abord par le président de la République qui s'est donné pour défi de répondre à ce besoin d'électricité dans notre pays. Mais qu'est-ce qu'on a pu relever dans ce cas de Swapiti? C'est que le projet a été porté par les ressources humaines locales, par des Guinéens. Ça fait du bien.
on n'a pas attendu qu'on ait des Chinois, des Britanniques, des Espagnols pour venir conduire le projet. Et ce sont des Guinéens auxquels le président de la République a fermé les yeux et faire confiance. Et il leur a confié le projet. Lorsque le projet a été porté jusqu'à l'aboutissement, et qu'il n'y ait pas de voix aujourd'hui qui disent que le projet, il y a eu des malversations, le projet, il a été biaisé, le projet a été lancé précipitamment pour des campagnes politiques et autres, je crois qu'un bon patriote et un bon observateur, il y a lieu de lever le chapeau pour ceux qui ont été les maîtres d'œuvre de ce projet. Surtout l'aspect technique, le travail qui a été mené de bout en bout, et aujourd'hui il y a le résultat. Il y a le résultat aujourd'hui. Parce que souvent on donne l'impression aux Guinéens qu'on a besoin d'assistance pour tout et tout, et là on a uniquement des Guinéens réunis qui ont fait quelque chose, il faut saluer. On a vu par exemple avec l'État au lancement, on disait que les câbles de transport se coupaient par-ci, se coupaient par-là, les poteaux n'étaient pas bien posés. Mais aujourd'hui avec Swapiti, peut-être que le problème a été résolu en amont, mais aujourd'hui on n'a pas ce problème avec Swapiti. Et c'est là, il faut le dire, ça a été porté par le DG et le DGA, que je vais nommer par exemple le DGA Denis Sagno Foromo, en l'occurrence, qui a une ressource humaine locale, qui a dit la confiance du président m'a été portée, c'est bien sûr la confiance du peuple qui m'a été portée. Alors pour cela, il faut répondre de façon à ne pas décevoir ce même peuple, parce que si le peuple fait confiance, tout le temps on dit qu'il n'y a pas de compétences locales qui puissent porter des grands projets de cette envergure, mais qu'il y ait des gens aujourd'hui, des Guinéens qui le fassent, je crois qu'il faut les saluer. Et pour terminer rapidement, il y a des efforts énormes en termes de transport, en termes de distribution, de commercialisation qui peuvent se poser, mais qui ne sont pas forcément des domaines qui relèvent de Swapiti, mais ça relève désormais de EDG. Les regards doivent être portés sur EDG désormais. Comment tout cela doit être fait pour ne pas que le gros travail qui a été abattu de l'autre côté soit un gâchis. Et c'est une interpellation qui s'est faite de ce côté, mais aussi il faut penser que après Swapiti, parce que c'est une cascade de barrage. Après, c'est une cascade de barrage, je vais dire ça. Après Kaleta, Swapiti, Amaria doit venir. Il y a Fomi aussi. Il y a Fomi qui doit aussi venir, mais pour après Swapiti, c'est Amaria. Je crois qu'au lieu de penser encore aux Chinois, aux Espagnols, aux Italiens, il y a de la compétence locale qu'il faut mettre en valeur. Et cette équipe qui doit aussi transmettre le savoir. Parce il a dit ici hier notre invité, docteur, il a dit qu'il faut aujourd'hui associer des gens, des porteurs de projets, depuis le début du projet jusqu'à la fin du projet, pour leur éviter d'être parachutés et qu'ils ne comprennent rien à un moment donné de l'exécution du projet. Ça nous amène à ne pas respecter parfois les deadlines. En parlant d'expertise locale, en parlant de compétences locales, il s'agit de formation. Et bien, formation, nous en parlons avec nos invités dans ce studio. Bonjour, Monsieur Diallo. Bonjour, madame. Monsieur Diallo Tierno, professeur agrégé de physique. C'est ça. Monsieur Doucouré Tidjane, consultant international en ingénierie de projet. Bonjour. Bonjour à l'équipe. Pour la première question, Jacques Léoaleno. Alors, les classes préparatoires, lorsque le projet a été lancé il y a quelques années, la Guinée amenait donc les étudiants à se former en Côte d'Ivoire. C'est ça. Alors, ce que nous lisons là, c'est que vous voulez désormais que la Guinée construise ses propres classes préparatoires. Déjà, est-ce que vous pouvez revenir sur le projet depuis le début, où en sommes-nous et où voulons-nous aller? Voilà, alors ça tombe très bien parce que ce que vient de dire monsieur Camara est très lié à ce que nous sommes en train de faire. Voilà. Donc très rapidement, je reviens sur deux choses importantes. Donc moi je viens rarement en Guinée, hein, et c'est la première fois où j'arrive effectivement où on a une desserte électrique et je trouve quand même qu'il y a eu un pas. Il y a quelque chose qui est fait et il y a des résultats. Voilà.
Alors peut-être c'est dans le quartier où je suis, voilà, je ne sais pas. Il n'y a pas que ça s'est amélioré. Voilà. Et d'autre part, je trouve que la ville est relativement propre. Voilà. Donc ça, c'est de bonnes choses. C'est juste pour accompagner ce que vous venez de dire. Donc si je reviens sur les CPGE, sous l'impulsion du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, donc en 2017, il y a un mémorandum qui a été signé avec Polytechnique Paris pour accompagner le système éducatif guinéen. Donc il y a eu des accords de coopération scientifique. X a proposé en fait à la Guinée... Vous allez parler dans le micro? Voilà, je vais parler dans le micro, oui. Excusez-moi. Voilà. On vous entend mieux. Oui. Oui, allez-y. Voilà. Et un deuxième point a été proposé par Polytechnique, c'est de créer localement nos classes préparatoires pour les grandes écoles et par la suite, effectivement, créer localement nos écoles d'ingénieurs et nos grandes écoles de commerce, d'administration, etc. Donc, depuis 2017, effectivement, il y a eu des étudiants, le temps de construire tout ça, de mettre tout ça en place. Il y a eu des élèves qui ont été triés, qui ont été sélectionnés par base de concours, qui sont partis à l'école polytechnique donc de Yamoussoukro. Voilà. Donc je pense qu'on en est à la 4e promotion et pratiquement toutes les années, je pense qu'il y a à peu près une vingtaine d'étudiants qui partent. Alors on va parler de ces étudiants tout à l'heure, mais déjà, de quel constat vous êtes parti pour demander à ce que maintenant il y ait ces écoles en Guinée? En Guinée. Alors il y a différentes choses, donc on va interagir. La première chose, c'est que je pars de mon constat personnel. J'ai bénéficié d'une bourse d'études de la Guinée. Donc voilà, tous les deux. On est parti. On a une formation de très bonne qualité au Maroc et en France métropolitaine, où on a passé des études de très bon niveau. Et on a constaté pratiquement que tous nos amis qui ont eu à peu près le même cursus que nous, il y en a très peu qui sont rentrés. Et dans les échanges qu'on a eus, on se dit, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Le fait de former les jeunes à l'étranger est peu rentable pour l'État, peu rentable pour la nation. Voilà. Donc, la nation participe financièrement et n'a pas de retombées. Et je pense que l'une des meilleures solutions dans les échanges qu'on a eus, c'est de faire ces écoles comme la plupart des pays. Et de toute façon, on ne peut pas continuer à envoyer nos jeunes à l'étranger. Et la meilleure solution, c'est d'avoir les centres de formation, les écoles chez nous. Peut-être demander aux autres de nous aider à qualifier, à rendre ces écoles et ces établissements scolaires performants, mais on a le devoir de faire les choses chez nous. Ok. Alors, Monsieur Doucouré, est-ce que c'est lié au coût pour envoyer ces Guinéens à l'extérieur, ou bien au fait aussi que lorsque, par exemple, on a 10 qui partent, il y a peut-être 4 qui reviennent et les 6 restent là-bas? Oui, il y a les deux en fait. Il y a les deux. Et c'est vrai qu'on est dans une approche globale, dans une approche systémique. Donc le projet, il est global. Le premier niveau, c'est de dire, on va en parler, c'est de former déjà des formateurs qui pourront enseigner dans ces classes préparatoires. Donc c'est le premier niveau. Le second niveau, c'est de réfléchir aux conditions optimales pour financer la mise en place de ces classes préparatoires sur le plan, j'allais dire, sur les charges. Et le troisième niveau, c'est de créer un écosystème favorable en faisant en sorte qu'il y ait un lien entre les classes préparatoires et les entreprises. C'est ce qui se passe ailleurs. Donc sur le premier niveau, on va en parler tout à l'heure parce qu'il y a un appel à projet qui a été lancé. Le deuxième niveau, c'est la création d'une fondation. Et l'idée, c'est de rentrer dans une approche gagnant-gagnant. C'est-à-dire que, vous l'observez, on a en fait en Guinée, comme dans tous les pays en développement, des grands groupes internationaux qui s'installent. Et on a une faiblesse des PME. Et en général, dans chaque pays, c'est les PME qui créent l'emploi. Les grands groupes créent des emplois, mais très haut niveau. Donc ça veut dire que si nous voulons profiter des emplois créés par ces grands groupes, il faut qu'on mette le niveau de nos étudiants, de nos employés à un niveau standard international. D'où l'intérêt, de faire les formations ici, pour créer le lien entre les entreprises et les étudiants, en essayant d'intégrer au fur et à mesure dans les enseignements les besoins des entreprises. D'autre part, de mobiliser les moyens pour financer les bourses pour les étudiants, pour financer l'infrastructure. Parce que je rappelle, moi je travaille souvent sur le projet
financés par la Commission européenne depuis une vingtaine d'années. Il faut savoir que les grands groupes internationaux sont soumis à l'obligation de ce qu'on appelle la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, par laquelle elles doivent apporter leur contribution au développement des pays, indépendamment des impôts payés à l'État. Parce que quand on prend des ressources dans un pays, on enlève quand même quelque chose à la population. Donc il faut qu'il y ait un retour au-delà des taxes. Et donc les grands groupes sont prêts à faire ça parce que c'est intégré dans leur démarche qualité pour promouvoir leur image. Mais pour qu'ils puissent participer à cette démarche, il faut leur proposer des projets stratégiques. Et c'est pour ça, ici, alors, déjà, pour ce qui a été fait de 2017 à maintenant, j'ai bien envie de comprendre comment le financement est fait. Est-ce que c'est le budget national de développement qui prend en charge ces étudiants ou alors l'approche que vous expliquez là, la participation des entreprises est déjà mise en œuvre? Alors, jusqu'à présent, ce qui est financé, c'est financé sur le budget du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Et c'est justement parce que le coût individuel est très cher et que le retour investissement est faible. On a une idée du coût avec les chiffres? À peu près. On pourrait vous le dire. Hein, une question, on reviendra, mais comme c'est le ministère qui traite ces sujets-là, on pourrait vous le dire, mais c'est des coûts qui sont très chers. Et donc l'idée, c'est d'inverser la tendance, c'est non seulement de mobiliser les moyens chez nous, mais c'est de faire en sorte que l'ingénierie se passe ici. Parce qu'en fait, ça a été dit tout à l'heure, je termine avec ça, l'expertise n'a pas de nationalité. Français, guinéen, l'essentiel c'est de prendre où ça existe pour pouvoir s'en servir. Ce projet est un fruit de la réforme initiée par le ministre Yero. Et quand on sait que dans la pratique administrative, les porteurs de projets, souvent à leur départ, perdent le projet. Est-ce qu'aujourd'hui, votre projet a eu un coût après le départ du porteur qui était le ministère? Alors, je laisse après M. Diallo. Je vais juste préciser en fait que on ne l'a pas dit tout à l'heure en introduction, mais on est venu sur recommandation de l'ambassadeur, mais aussi en accord avec l'appui technique CPGE du ministère. Donc il y a Mme Nima Barry qui est directrice de CPGE qui, pour répondre à votre question, porte le bébé. Donc c'est grâce au fait qu'elle porte le bébé qu'aujourd'hui qu'on est là. Après, je ne sais pas quelle est ta réponse. Est-ce que le projet... Parce que le plus souvent, quand les ministres partent, les projets partent. Celui-là, il est là. Alors, il est encore là. Parce que l'équipe est là. C'est pas toujours facile, hein, comme tout projet, mais l'équipe est là et c'est grâce à elle que nous sommes ici. C'est grâce à l'ambassade de Guinée en France que nous sommes là et on va faire le maximum pour... Alors c'est quand même l'idée de créer une école quand c'est sur papier ou des écoles, quand c'est sur papier encore comme ça, c'est bien beau, c'est bien facile. Mais dites-nous, est-ce que vous constatez de la volonté des politiques publiques de pouvoir créer ces écoles et qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'on a une idée générale du montant de ce qu'il nous faut financièrement pour aller vers des... Est-ce que les prédispositions aussi bien humaines que financières sont là? On va y arriver. Alors, depuis l'idée de création des CPGE, donc, il y a eu je pense, un terrain qui a été fourni par l'État au ministère, qui est à Dalaba. Je pense qu'il y a à peu près une 50aine d'hectares, si je ne me trompe pas, et donc qui sera le site sur lequel va être installées ces structures-là. Donc ça, c'est la première chose. Et bien évidemment, c'est la partie, on va dire, on est dans un grand pays, c'est peut-être ce qui est le plus facile, hein, c'est de prendre un terrain, en plus ça a été mis à l'écart, et ensuite, effectivement, il faut qu'il y ait les compétences pour gérer ça, et la première étape, l'une des étapes actuellement qui va commencer pour ce projet-là, c'est la formation des enseignants. Et on est là, entre guillemets, pour ça, dans un premier temps. Donc, c'est pour former les futurs enseignants de ces CPGE. D'accord. Voilà. Alors, moi, ma question pour vous, professeur, c'est de comprendre un petit peu le rapport qui lie un petit peu l'Institut national polytechnique de Yamoussoukro et ces classes préparatoires que vous comptez mettre en place en Guinée. Alors, en fait, c'est l'Institut supérieur de Yamoussoukro reçoit nos élèves en classe préparatoire et à la suite des 2 années de classe préparatoire, il place le concours soit pour les écoles en Côte d'Ivoire, soit pour les écoles en France.
en France métropolitaine. Et pour répondre à la question, en fait, c'est que les classes préparatoires qui vont être mises en place ici vont remplacer en fait le fait d'aller en Côte d'Ivoire. On va rester ici pour suivre les cours dans le même contenu, pour avoir le même niveau qui permettent de faire les concours pour aller à Polytechnique ou ailleurs. Voilà. Et à terme, une fois qu'on aura les écoles, que nos étudiants restent ici. Quelle est la chance pour un étudiant qui part en Côte d'Ivoire ou dans le futur qui va partir dans une école, dans une classe préparatoire en Guinée, mais qui n'a pas de chance, par exemple, d'aller ailleurs, en France? Quelle formation vous lui donnez ou bien quelle chance vous lui donnez pour quand même sortir ingénieur? Alors, la formation qui est prévue, c'est une formation de qualité dans les standards internationaux. Donc, ce qui lui donne déjà, s'il a les moyens, on va dire, de subvenir. Parce que j'ai vu, par exemple, des étudiants qui sont du côté de la Côte d'Ivoire, qui, après, je crois, combien d'années 2 années de classe préparatoire, mais qui échouent. Alors, ces étudiants, comment vous les récupérez après pour leur permettre quand même d'avoir une formation qui leur permette d'avoir le métier? Je vous réponds de suite. Dans les classes préparatoires, en fait, c'est pas un tuyau sans sortie. Voilà. En fait, les élèves qui rentrent en classe préparatoire, au bout de 2 ans, s'ils n'ont pas une école, ou s'ils ont une école, mais qui préfèrent une autre, ils peuvent refaire une 3e année. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, ils ont la possibilité d'aller dans les universités, dans les autres écoles. En fait, c'est le système de LMD que vous connaissez avec les ECTS. Une fois qu'ils ont validé un niveau... Les 3 ans, ils peuvent aller pour un master. Je pense en fait qu'il faut préciser en fait les classes préparatoires, comme son nom l'indique, c'est un accélérateur. C'est-à-dire qu'au bout de 2 ans, les étudiants vont emmagasiner ce qui est fait ailleurs sur 4 ans. Voilà. Donc ça leur donne une capacité d'absorption et d'avancement plus rapide que ceux qui ne le font pas. Pour répondre à votre question. Donc ça veut dire qu'une fois, s'ils n'ont pas les concours pour les grandes écoles sur lesquelles, effectivement, il faut le dire, la sélection est très sévère, ils ont un niveau supérieur à ceux qui n'ont pas suivi les classes préparatoires dans les universités. Donc ils peuvent servir, ils peuvent même être enseignants à ce niveau-là, parce qu'ils auront l'équivalent du Master 2. Maintenant, aujourd'hui, Jacques a parlé de cette précision de M. Diallo. Oui, vous voulez préciser quelque chose? Je voulais préciser quelque chose, mais je me rappelle. Jacques a parlé de ces étudiants qui vont passer les classes préparatoires et qui échouent. Mais l'autre aspect, c'est le cas de certains étudiants qui ont passé les classes préparatoires, qui étaient admis et qui n'avaient pas la bourse pour aller étudier à l'étranger. Voilà. Qu'est-ce qui est prévu pour cette catégorie? Alors, pour répondre à votre question, c'est pour ça tout à l'heure, on a parlé du coût. Le coût est extrêmement cher. On n'a pas le montant. 1130 €. Voilà, on n'a pas le montant exact pour ne pas dire des bêtises. On préfère que ce soit dit, fourni par le ministère, mais le coût est très important. Et si on veut le faire ici, il faut qu'on rentre dans une approche stratégique d'un écosystème où on est dans une approche gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'on va mobiliser les entreprises pour qu'elles puissent participer non seulement au financement de la fondation, mais aussi qu'elles participent à la gouvernance de ces fondations. Parce que comme je l'ai expliqué tout à l'heure, les entreprises sont prêtes à le faire, mais il faut qu'ils aient un outil qu'on va proposer, un statut, un règlement intérieur, des manuels de procédure qui permettent qu'ils soient non seulement participants, mais qu'ils soient aussi actrices de la fondation en termes de pilotage. Et ensuite... à long terme, excuse-moi, ces élèves-là, par l'intermédiaire de la formation, par l'intermédiaire de la formation, de la fondation, vont avoir quand même une bourse. Aujourd'hui, il existe. Mais pas aujourd'hui. Il existe le service des bourses extérieures qui octroie des bourses pour la formation des étudiants guinéens. Est-ce qu'aujourd'hui le service de bourse extérieure participe à vos activités pour appuyer ces étudiants? Pas pour l'instant, parce que nous, on est dans la phase de démarrage. Par contre, le ministère accompagne les étudiants qui sont à Yamoussoukro et qui ont eu les concours en France. Alors, je précise, effectivement, on est dans une approche de cadre logique au niveau des projets au niveau international. Ça veut dire qu'en amont, on intègre l'ensemble des parties prenantes. Je pense qu'hier, vous en avez parlé, notamment par rapport au problème de décaissement. C'est très important quand on conduit un projet, en amont, d'intégrer. Là, on est en fait en période de sensibilisation et d'information des entreprises. Donc, au fur et à mesure, après, on va les réunir, évidemment. On va échanger avec les entreprises. On va intégrer leurs attentes par rapport au financement qu'ils donneront,
intégrer ça, y compris dans les statuts juridiques, et on va essayer de faire en sorte qu'on mette en place une démarche dynamique et on rendra compte au fur et à mesure du fonctionnement. C'est ça la logique en fait. Donc aujourd'hui c'est le premier étage. Donc ensuite on passera, on passera aux autres étapes, mais on préfère dès à présent annoncer l'ensemble du dispositif pour qu'au fur et à mesure qu'on avance, on va mobiliser les différents acteurs pour qu'ils nous accompagnent, parce que nous on ne fait pas, et j'insiste sur quelque chose qui est très important, un consultant ne sait rien. Il faut qu'il soit en immersion, il faut qu'il comprenne ce qui se passe et qu'il prenne la distance pour proposer les bonnes solutions. Donc on ne vient pas ici dire aux gens ce que vous allez faire, on vient écouter, et on vient apporter notre petite expertise pour faire en sorte que la mayonnaise prenne. Voilà, c'est pourquoi ma question qui veut arriver, c'est justement comprendre le niveau. Vous disiez tout à l'heure que vous étiez en phase de démarrage. Oui. Qu'est-ce qui est fait exactement aujourd'hui par rapport justement à la mise en place de ces classes Alors, je laisse M. Diallo qui va vous dérouler en fait tout le phasage. Donc je pense, vas-y, par rapport aux dates, tout ça, tu peux y aller. En fait, je reprends le cadre global, donc la mise en place des CPGE et à la suite les écoles, que ce soit les écoles d'ingénieurs ou les écoles d'administration ou autres, va se passer sur un long terme. Voilà. Donc là, on est dans la première phase de mise en place des CPGE en Guinée, donc qui va commencer peut-être dans 2 ou 3 ans. Les CPGE, je parle, où on va recevoir des étudiants guinéens au lieu de les amener à Yamoussoukro ou au Maroc. D'accord ? Donc là, la première phase qui va être réalisée, c'est la formation des futurs enseignants. Dans les classes préparatoires. Pour les classes préparatoires. Des formateurs. Et on va voir le ruissellement qui va se faire ensuite sur tout le système éducatif. Ça vous prendra combien de temps ? 3 ans. 3 ans. Okay. Alors, maximum 3 ans. Parce qu'en fait, donc, je rappelle, donc, on cherche dans un premier temps, on donne la priorité pour démarrer, parce qu'il faut bien démarrer par quelque chose. Donc, on cherche des enseignants en mathématiques. Donc là, il va y avoir 30 étudiants qui vont être formés sur 3 ans au maximum. Et donc, parce qu'en fait, la durée dépendra de leur diplôme qu'ils ont en arrivant. D'accord ? Donc, je vais vous éclaircir ça tout à l'heure. Et 40 étudiants en sciences physiques, physique-chimie. D'accord ? Donc, les critères, être de nationalité guinéenne, donc c'est un choix qui a été fait. Ensuite, être titulaire au minimum d'une licence 3. D'accord ? Que ce soit les étudiants ou que ce soit les enseignants. Parce que les enseignants peuvent aussi participer à la formation s'ils le désirent. D'accord ? Et un autre critère, c'est l'âge. Donc les étudiants, on va prendre jusqu'à 30 ans, au 31 décembre 2021, et les enseignants jusqu'à 45 ans au 31 décembre 2021. Voilà, donc ça c'est le cadrage. Ensuite, il y a certains engagements, s'engager en fait à suivre la totalité de la formation. Ensuite, s'engager également à servir en Guinée. Ok. Voilà. La question que je veux bien poser, c'est... Est-ce qu'il a fini avec... Non, mais on peut poser la question. Terminez, je vous pose Ensuite, la il y a la procédure de soumission. Donc, sur le site du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, donc les documents à fournir sont disponibles. Je vais vous les citer quand même. Donc, un CV, une copie de la pièce d'identité, une lettre de motivation et les copies des diplômes. Donc, à fournir, à déposer sur une adresse mail précise. Donc, je ne sais pas si je peux la donner. Voilà. Donc, les dossiers sont à déposer par voie électronique sur l'adresse mail cpge-guinée2017@gmail.com jusqu'au dimanche 26 septembre 2021 à minuit. D'accord. Et il y a la possibilité également de déposer le dossier physique, voilà, au bureau du ministère, au bureau des CPGE, au ministère de l'Enseignement supérieur, au 3e étage, et jusqu'au vendredi 24 septembre à midi. Je peux à présent poser ma question. Oui, allez-y. Quand on parle des classes préparatoires, il s'agit d'élèves ou d'étudiants, ou en tout cas de la formation. Et souvent, là, on est en période d'examen. Il y a beaucoup de bruit autour du niveau de l'apprenant guinéen. C'est quoi votre lecture sur la formation qui est donnée aujourd'hui en Guinée? Est-ce que vous pensez qu'avec ce qu'on a déjà, on peut être compétitif aussi sur ne serait-ce que pour les classes préparatoires? Alors, pour les classes préparatoires, effectivement, on va prendre des étudiants à partir de la licence 3 et on va prendre 3 ans de formation.
Ils passeront un concours. Un concours d'abord pour les recruter, bien évidemment. Hein. Donc, c'est important, M. Kourouma. Je voudrais bien avoir votre lecture sur la formation, la qualité, la qualité de la formation. Des Guinéens actuellement, vous voulez dire. Je pense objectivement que sans faire de jugement de valeur, on n'est pas à niveau. Si on parle de standard international. Voilà. L'objectif de ces classes préparatoires, in situ sur place, c'est d'accompagner au maximum en fonction justement du niveau de faiblesse. Il va y avoir un concours. Il y aura effectivement, parce que dans un concours, le meilleur du concours sera pris, mais ça ne veut pas dire qu'il a le niveau qu'il faut. Hein. Mais on va prendre les meilleurs. Hein. Ça, c'est important. Mais ces meilleurs vont bénéficier d'enseignements de haut niveau des gens qui sont en France. D'accord ? C'est ça. L'objectif, en fait, de ce premier niveau, c'est les formateurs, les gens qui vont être recrutés, vont être formés par des enseignants niveau agrégé en France. Okay. Et donc, on va faire un tutorat agrégé, voilà. Qui ont une agrégation, et on va faire une sorte de tutorat, c'est-à-dire que les enseignants qui vont être là vont être en binôme avec un agrégé pour accompagner la formation donc, des jeunes pour que dans 2 ans, ils soient en capacité effectivement de passer les concours. Est-ce qu'on va dire que ces classes préparatoires, c'est, si vous voulez, un espace pour réajuster le niveau qui n'est pas suffisant pour aller... C'est un tremplin. En fait, c'est préparatoire. Ça prépare l'étudiant en fait, à rentrer dans la bataille, on va dire. Moi, l'autre question que j'ai pour vous tout à l'heure, je reviens encore une fois sur cette première phase du projet. Alors, cette première phase du projet devait donc vous amener à mettre en place un cadre légal, ce qui devait vous amener à mettre en place les statuts règlement intérieur, etc. Et au-delà de ça, lancer le processus de recrutement. Des informations qu'on a, cela devait être en principe lancé à la date du 27 juillet, qui était hier. Alors ma question, c'est de savoir où est-ce que vous êtes par rapport au niveau d'exécution vis-à-vis de cette date-là. Voilà. Alors, comment en fait on fait des choses de façon concomitante, hein? Donc là, effectivement, le recrutement des enseignants et les futurs enseignants et leur formation est déjà posé juridiquement parce qu'il y a un arrêté de création des CPGE. Donc il n'y a pas de souci. Ensuite, parallèlement à ça, on va créer les outils juridiques, mais les outils juridiques, les statuts règlements intérieurs, il est important, je l'ai dit, j'insiste, que les parties prenantes soient vraiment prenantes. C'est-à-dire qu'on ne vienne pas prendre un statut, dire voilà, c'est le statut qu'il faut. Nous voulons qu'ils participent à la mise en place de ces statuts pour qu'on intègre ce qu'elles souhaitent. C'est vraiment une approche logique, hein. Il n'y a pas 1000 façons de faire. Hein. Il y a un cadre logique qu'il faut respecter, des objectifs, des résultats, des indicateurs, et surtout le fait que les participants participent vraiment à la création des outils. Voilà. Donc la phase A ici, recrutement. 2, sensibilisation des entreprises à travers vous pour dire on viendra vous voir pour vous associer aux travaux qu'on va faire, et au fur et à mesure des travaux, on va intégrer leurs besoins, parce qu'il y a toujours les critiques qui disent en fait que les uns ne travaillent pas avec les autres. Là, c'est d'essayer de travailler, c'est un interministériel, mais c'est aussi à travers toutes les entreprises. Alors, l'apport des entreprises, ce ne sera pas que pour connaître leurs besoins. Vous avez besoin aussi de sponsors pour de tels projets. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe ailleurs? Est-ce qu'on va dire que partout ailleurs, l'État est dans l'incapacité de créer, de mettre en place de telles structures à lui seul? Alors, en fait, pour vous reprendre, en fait, c'est que ça se passe partout ailleurs pour que ça soit dynamique. Ce n'est pas juste une question de moyens. C'est-à-dire que l'État peut avoir les moyens pour mettre en place ces outils financiers. Mais ce qui est important, ce qu'on voit, en tout cas ce qui fonctionne, c'est la participation en fait des parties privées. Parce qu'il faut quand même rappeler que le développement d'un pays se passe quand même par les entreprises privées. Hein. Quoi qu'on dise. Partout, c'est comme ça. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que, effectivement, on sort de l'aspect administratif, on crée un cadre entre guillemets neutre, dans laquelle les acteurs sont libres de dire ce qu'ils veulent et de ce qu'ils souhaitent, et c'est plus dynamique, c'est plus performant. Hein. C'est pas juste une question de moyens, mais c'est aussi une question d'image. C'est-à-dire que toutes les entreprises, en général, sont mobilisées sur un site à ce que le développement soit dynamique. C'est-à-dire qu'une entreprise, vous, en tant qu'entreprise, vous souhaiteriez avoir les meilleurs journalistes. Voilà, ça va de soi. Voilà. Donc l'idée c'est ça, c'est-à-dire que quand je dis les entreprises privées, c'est vous tous.
Les entreprises, c'est la presse, c'est l'ensemble des acteurs qui influent pour la formation. Pour la formation des formateurs qui doit démarrer. Elle se fera à Gamal, c'est ça? À l'université. Oui. Et ma question donc c'est de savoir, parce que ça se pose aussi comme débat dans notre pays, les outils pratiques qui doivent permettre, n'est-ce pas, aux étudiants de mieux apprendre, que de venir, n'est-ce pas, matériel didactique. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez tout ceci en place? La formation commence au mois de janvier. Au mois de janvier 2022. Les enseignants sont déjà identifiés, des accords ont été obtenus. Bon, je rappelle, je suis professeur agrégé et j'exerce dans... Vous êtes un des formateurs, futur formateur. Je pourrais être un formateur. Mais concrètement, est-ce que vous ferez partie de l'équipe qui va former? Je serai certainement, ferai partie de l'équipe des formateurs ainsi que des collègues, parce que j'exerce en fait en France, dans les CPGE, en tant que professeur de physique, chimie et sciences de l'ingénieur. Et les outils didactiques? Nous en avons à Gamal? Mais nous, on va les apporter. Ce qu'il faut rajouter par rapport à la question de Jacques, vous disiez tout à l'heure, j'ai comme l'impression que cette formation, elle sera sous forme hybride. C'est-à-dire dans un premier temps, il y a le côté présentiel ici, et ce formateur est accompagné par un formateur peut-être qui est... Alors, je complète. En fait, il va y avoir des encadrants, des formateurs, des encadrants qui vont être recrutés sur des critères bien précis, localement. Et de notre côté, on a des enseignants agrégés en France, dans les différents départements, qui ont des congés décalés. Donc, pendant leur congé qui dure en moyenne 2 semaines, ces enseignants vont venir localement, intervenir, former leurs collaborateurs ici, former les étudiants et repartir. Et le fait que les vacances soient décalées permet de couvrir une bonne partie de la formation par des locaux et par des l'autre question que je voulais amener, c'est m'intéresser un petit peu à cette fondation qui va lever des fonds venant un petit peu des entreprises privées. Alors, est-ce que ça veut dire que ces entreprises-là prennent de l'argent pour investir dans les ressources humaines qualifiés pour permettre à leur entreprise après de pouvoir aller de l'avant? Donc vous allez vers les entreprises pour que désormais qu'ils financent les futurs cadres qui doivent venir de leur entreprise. Exact. Alors l'idée effectivement c'est de leur demander une participation financière pour donner des bourses par exemple aux étudiants qui vont être en classe préparatoire, parce qu'une des questions compliquées du fait des échecs, c'est lié aussi aux moyens. Un étudiant en classe préparatoire ne doit penser qu'à étudier. Il n'y a pas d'autres sujets. Donc pour ça, il faut lui apporter les moyens, les conditions favorables pour qu'ils puissent effectivement enseigner. Donc on va leur demander ça, mais en fait c'est un investissement à moyen terme. C'est-à-dire que l'argent qu'ils vont donner, ils ne vont pas avoir un retour tout de suite, mais ça viendra plus tard, parce qu'effectivement en participant à la qualification des étudiants, ils auront de la ressource humaine de qualité. Une dernière question. Il y a aujourd'hui des professionnels qui pourraient saisir cette opportunité pour se performer. Est-ce que l'école admettrait par exemple que des cadres plaquent le boulot pour passer de l'école? Alors le critère c'est minimum licence 3. Okay. Voilà. Alors rapidement, le déroulement du recrutement des futurs enseignants. Donc réception, tri et présélection des dossiers du 27 juillet jusqu'au 26 septembre 2021. Les écrits d'admissibilité du jeudi 14 au dimanche 17 octobre 2021. Et ensuite, il y aura des oraux. Mais est-ce qu'il y a... on va rapidement donner sur le site. Les profils sur le site. Il pourra aller sur le site l'enseignement supérieur. Ces informations. Voilà. En tout cas, merci à vous, monsieur Diallo. Merci, monsieur Kourouma. Merci. Voilà. On m'appelle toujours Kourouma, j'ai pas compris. Ah, donc je ne suis pas là, c'est ça. Voilà, il y a 2 fois l'équipe dans le nom. En tout cas, merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Dans un instant, on se retrouve pour vos réactions. Merci. Espace Expression. Votre actualité vue avec des spécialistes maison. Tamba Zakari Milimouno. C'est Espace Expression sur Radio Espace. Radio Espace.
la parole à vous, chers auditeurs. Le chef de l'État a prorogé pour 3 mois l'état d'urgence sanitaire et on explique cela par le regain de nouveaux cas de Covid un peu partout. La Guinée qui n'est pas en marge. Qu'est-ce que vous en pensez? Que pensez-vous également de cette campagne de vaccination qui est lancée? Appelez et réagissez. C'est au 620 28 65 65 ou au 620 28 69 69. On a un tout premier auditeur. Allô, bonjour. Oui, bonjour madame. Votre nom et vous nous appelez d'où? On vous écoute. Non, par rapport à ça, moi je pense que c'est la politique que le président est en train de faire. Comme le président Chelou vient de menacer qu'il va se manifester, à cause de ça, sinon, s'il respecte ces mesures sanitaires aujourd'hui dans ce pays, même à la présidence, là-bas, il porte les papettes, c'est pour faire fatiguer les gens qui ont des... Monsieur, vous suivez quand même l'actualité internationale. Vous savez qu'il y a des pays qui avaient presque fini avec cette maladie, mais on a constaté un regain. Vous voyez quand même ce qui se passe à l'international. Pourquoi pensez-vous que la Guinée peut être épargnée? Moi, je pense que depuis le début, le gouvernement guinéen n'a pas pris cette maladie-là en sérieux. Donc, c'est maintenant qu'ils vont faire croire aux gens qui sont à la télé. Moi, je pense que c'est un faux débat. Merci beaucoup à vous pour votre réaction. Nous partons avec d'autres au 620 28 65 65. Cet autre auditeur qu'on a perdu. Appelez, réagissez. Le président de la République qui a décidé de proroger pour 3 autres mois l'état d'urgence sanitaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Votre nom, monsieur, vous nous appelez d'où? Bien, merci. C'était un docteur K. On vous écoute. Voilà, pour moi, excusez-moi, la décision qui a été prise par le président, bon, je dirais que c'est en tant qu'agent de santé, c'est une bonne décision. Pourquoi? Vous savez, actuellement, si vous sortez, moi je dirais 90%, même 95% de la population ne prend plus au sérieux cette maladie. On ne porte pas de badette et les gens refusent de se faire vacciner. Imaginez qu'on dise que l'état d'urgence est annulé. Les gens vont penser que la maladie est finie alors que la maladie existe encore. Donc pour moi, est-ce que cette technique, que peut-être l'État doit revoir sa technique, la manière de faire, je suis d'accord. Mais annuler l'état d'urgence, pour moi, ce n'est pas maintenant le moment. Okay. La maladie n'est pas encore maîtrisée. Et que dites-vous de la vaccination? Annuler... Alors? Que dites-vous de la vaccination? La vaccination, exactement. Il faut encourager la vaccination. Et vous êtes fait vacciner? Alors? Vous êtes fait vacciner? Oui, bien sûr. D'accord. Les gens viennent me trouver chaque fois à la pharmacie pour me demander, docteur, est-ce que le vaccin, il n'y a pas de problème? Moi, quand même, j'encourage tous les jours ceux qui viennent à la pharmacie d'aller se faire vacciner. Parce qu'aujourd'hui, cette maladie, pour la maîtriser, il faut d'abord que la population soit vaccinée. Imaginez, depuis que les vaccins sont là, même pas 1 million de personnes n'ont pas encore pris Dr K. Nous allons permettre à d'autres... Arrête de polémiquer sur le vaccin. Le vaccin, aujourd'hui, c'est la meilleure des solutions pour finir avec cette pandémie. Et lever l'état d'urgence, pour moi, ce n'est pas encore le moment. D'accord. Allez, nous partons avec d'autres auditeurs. Nous vous remercions aussi. Allô, bonjour. Bonjour. Votre nom et vous nous appelez d'où, monsieur? On vous écoute. C'est juste le président de la République ne devrait pas nous confiner à la maison. Il devrait mettre la vaccination en place pour qu'ils soient vaccinés. Au lieu de nous laisser à la maison, la nuit on ne sort pas, dès que tu rentres, il est obligé de te coucher. Et donc ça c'est pas bon, il devrait au moins mettre les choses en place pour que tout le monde soit vacciné. Et si on organise, comme c'est que Salut Touareg a dit hier, quand on organise le conseil de Takana à l'esplanade et qu'on arrive à dire à tout le monde de se vacciner avant de venir à l'esplanade, tout le monde, tous les fans de Takana vont se vacciner avant de partir au palais. D'accord. Ça au moins c'est bon. Est-ce que vous connaissez des points de vaccination dans votre zone?
Oui, moi je me suis vacciné. Je me suis vacciné, ça reste seulement la deuxième dose. Alors, bon courage à vous, Bangali. Merci. Nous attendons d'autres réactions au 620 28 65 65 ou au 620 28 69 69. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Votre nom, monsieur, vous nous appelez d'où? C'est Sylvie Madi. C'est Sylvie Madi, je vous appelle de Sanoya. Allez-y, monsieur Sylvie. Oui, je vous remercie une fois de plus avec la thématique de ce matin. Et moi, je pense qu'avec la prolongation de l'état d'urgence sanitaire, c'est une chose appréciable. Parce que vous-même, vous savez, actuellement, vers certains pays de la sous-région, vers nos pays limitrophes, je vais parler de la Sierra Leone et le Libéria, il y a eu des sursis actuellement là-bas, même les prières collectives, les écoles sont fermées en Sierra Leone précisément, là où je vous parle. Et que la population guinéenne a beaucoup négligé tout dernièrement, les actes barrières ne sont pas respectés, la distanciation sociale, on n'en parle pas, la protection, les ports de bavettes, on n'en parle pas, et que nos forces de sécurité qui sont censées encore de surveiller ou bien d'obliger les gens à porter les bavettes là, ils ont fait ça actuellement à un but lucratif. Et ils s'arrêtent dans les différents carrefours récupérer certaines personnes. Donc vous comprenez cette décision de proroger pour 3 mois? Oui, moi j'apprécie très bien parce que vous savez, la santé avant tout, c'est une pandémie qui n'est pas nationale, c'est international et qu'il y a d'autres variantes encore dans notre pays. Merci à vous. Oui, merci à vous donc pour cette réaction. D'autres auditeurs peuvent appeler au 620 28 65 65. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Cet auditeur n'est pas en ligne. Nous allons voir si le temps nous permet de prendre d'autres au 620 28 65 65. Allô, bonjour. On a perdu cet autre. Allô, bonjour. Allô? Oui, votre nom, monsieur, vous nous appelez d'où? Je me nomme Bangoura Mohamed, je vous appelle d'Apompa. D'accord, on vous écoute. Bon, en fait, ce que le président de la République a donné, moi j'apprécie vraiment la décision. Parce que déjà, nous, d'abord, Guinéens, on ne respecte pas les lois. S'il s'agissait que ce que le président a dit, et nous, on respectait la loi du président, on n'allait pas venir jusqu'à ce moment-là. Mais déjà, les gens refusent de se faire vacciner. Donc, il y a beaucoup de choses, que ce soit dans les boîtes de nuit, les gens sortent. Parce que même avant-hier, je vous écoutais, quand, par exemple, vous parlez de ça, les boîtes de nuit, les gens sortent. Donc, maintenant, il n'y a pas de précaution. Ni rien. Combien de personnes qui sont vaccinées parmi eux? Donc, ça va augmenter. Merci. Donc, vraiment, j'apprécie la décision quand même du président. Merci à vous. Peut-être un tout dernier qu'on va peut-être essayer d'avoir au 620 28 65 65. Allô, bonjour. On n'a pas cet auditeur en ligne. Allô, bonjour. Oui, bonjour madame. Votre nom, monsieur, et vous nous appelez d'où? Oui, Moussa, c'est là depuis la vie. Allez-y. Voilà. Concernant le reconfinement ou l'état d'urgence sanitaire, bon, moi je pourrais dire que ça n'a pas de sens. Bon, je vous ai entendu dire tout à l'heure que c'est dans la sous-région ou à l'international les autres ont reconfiné, pourquoi pas nous? J'ai dit qu'il y a eu des regains, il y a eu un regain, pas qu'on a reconfiné forcément. Oui, mais dans les autres États, ceux-là ont pris la maladie au sérieux. Oui, pendant que la maladie sévissait ou avait de l'ampleur, ceux-là ont pris la maladie au sérieux. Mais nous, pendant ce temps, notre État était occupé à faire, je crois, organiser leur troisième mandat et autres. Bon, en ce moment-là, on ne parlait pas de maladies, n'est-ce pas? Allez-y, on vous écoute, monsieur Silla. Voilà, on ne parlait pas de maladies en ce temps. On parlait de troisième mandat, organiser leur troisième mandat. C'était à ce moment même on devait prendre le problème au sérieux. Merci. Mais ils ont fini leur deuxième et maintenant là,
ils font ce qu'ils veulent. Merci, monsieur Silla. C'était donc vous, le dernier auditeur du jour. C'est la fin de cette émission. Je vous dis merci. Nous vous disons merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, si tout se passe très bien. Et demain, ce sera jeudi thématique. On s'intéresse au cinéma. Le cinéma et l'audiovisuel en Guinée. Qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi ne faisons-nous pas la même chose qu'ailleurs? Pourquoi demain? Beaucoup de questions, nous allons essayer d'y répondre. Ce sera dans Jeudi thématique. Encore une fois, merci. Passez une excellente journée en compagnie de nos programmes. Radio Espace, Espace Expression. Votre actualité vue avec des spécialistes maison. Tamba Zakari Milimouno. C'est Espace Expression sur Radio Espace.